Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 16e webinaire Second Souffle. J'espère que cette pause estivale vous a redonné toute l'énergie nécessaire pour préparer cette rentrée. Nicolas Doucerin est là aussi. Il est masqué, mais on le reconnaît. Il est avec nous. Il est regonflé à bloc, je peux vous le dire. Bonjour Nicolas. Bonjour William, bonjour les amis. Écoutez, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, pour attaquer cette nouvelle rentrée. J'espère que déjà vous avez pu passer de bonnes vacances pour ceux qui ont pu partir déjà. Moi, pour ma part, ce fut des vacances studieuses. J'ai à peu près travaillé la moitié de mon temps et l'autre moitié du temps, j'ai pu le consacrer quand même malgré tout à ma famille parce que nous vivons une année quand même exceptionnelle. Tous les sens du terme, et ça n'arrête pas, ça bouge tous les jours. Vous voyez, ce matin, je devais aller dans Paris, j'étais en vélo, donc j'étais masqué, je vous raconte pas, j'étais en sueur, en eau, comme c'est pas permis, et j'ai appris qu'à 9h, finalement, la préfecture de police a décidé d'autoriser finalement la suppression du masque pour ceux qui faisaient du jogging, du vélo et qui se déplaçaient en deux roues. Bref, ça change toutes les heures, ça change tous les jours. On vit une période extraordinaire et nous repartons pour une nouvelle saison avec mon ami William. William, t'as la pêche, toi, mon grand? Oui, moi j'ai la pêche. Moi, je n'ai pris que 4 jours de vacances, tu vois, contrairement à toi. 4 jours et tu es revenu complètement cabossé. Donc, oui, j'ai pris la grêle. Oui, ça arrive. Ça n'a pas arrangé mon cerveau, mais bon, c'est comme ça. Non, c'est toujours comme ça. Bon, voilà. Bon, je vois que vous êtes déjà nombreux à vous connecter. Oui. Voilà. Second Souffle, l'association Second Souffle. Bien sûr. Avec qui on organise ces webinaires. Donc, l'association Second Souffle existe depuis plus de 10 ans, avec comme objectif d'accompagner les entrepreneurs à rebondir avant et après liquidation de leur entreprise. Voilà, donc 10 ans d'existence, plus de 1000 entrepreneurs déjà aidés, plus de 300 bénévoles, 18 antennes et relais en France, et la dernière antenne a été ouverte cet été à l'île de la Réunion, où je compte bien m'investir à fond pour y aller quelques mois. On m'étonne pas de toi. Reconnu également d'intérêt général par le ministère des Finances, cette association, enfin notre association, mon association, Second Souffle, organise également dans l'année plusieurs événements, dont les 24 heures pour rebondir. Le dernier, c'était fin mai, on avait fait déjà 6000 inscrits. Et nous aurons un prochain événement des 24 heures qui sera le 25 septembre. Et on a décidé de le faire entièrement pour les femmes. Le thème, ce sera donc rebondir au féminin. Et je peux même vous dire que tout le mois de septembre, ça sera pour les femmes, parce que dès la semaine prochaine, un webinaire sera en présence d'une femme et tous les webinaires du mois de septembre. Donc, retenez bien cette date, le 25 septembre. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais vous recevrez prochainement l'email qui va bien. Voilà, Nicolas. Je voulais vous dire aussi quelque chose sur la plateforme, vous l'avez remarqué. Enfin, c'est pas la plateforme, c'est Second Souffle, on l'a développé. Je peux me dire que c'est moi qui l'ai développé. Vous pouvez maintenant poser vos questions avant le début du webinaire. Dès que vous allez vous inscrire sur nos prochains webinaires, vous recevrez quelques minutes après un email où vous allez pouvoir poser vos questions à Nicolas ou à nos intervenants sur le thème de ce prochain webinaire. Voilà. Donc, cette plateforme, Livestorm, plateforme française, je le redis, je le répète. Donc, sur le côté de votre écran, vous avez un bandeau avec un endroit pour poser vos questions et un autre pour le discuter entre vous. En bas, c'est pour le bouton pour écrire vos questions. Et vous pouvez également voter aux questions des autres. Si vous trouvez qu'une question est pertinente, vous faites un simple clic dessus. Ça vous fait donc un vote. Et attention, si vous recliquez dessus, ça annule votre vote. Et si vous avez des petits problèmes techniques, c'est tout en haut. Voilà, Nicolas. Écoute, on fait comme d'habitude, 20-30 minutes de discours, de tes envies, de tes motivations, et 30-40 minutes pour répondre à toutes vos questions. Exactement. On va essayer de faire ça comme toujours, de manière pragmatique, dynamique, optimiste. Alors, je ne sais pas vous, mais moi déjà en préambule, on a voulu préparer avec William cette rentrée et c'est comment bien préparer sa rentrée. C'est vrai que c'est une question qui est très différente, j'allais dire, d'un entrepreneur à un autre pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes régions.
on vit pas tous le même contexte, on n'est pas tous dans les mêmes secteurs d'activité, et c'est vrai qu'entre un restaurateur, entre des entrepreneurs qui travaillent dans des régions touristiques, de ceux qui sont plutôt dans l'industrie, ceux qui font du service, c'est vrai qu'il y a autant de cas particuliers. N'empêche que un grand nombre d'entre nous ont pu prendre quelques jours, ou pour certains les plus heureux d'entre nous, prendre quelques semaines pour se reposer, et maintenant c'est la reprise, et la reprise, il faut la préparer. Alors cette reprise, j'ai souhaité aujourd'hui l'aborder sous 3 angles. Le premier angle, le premier conseil que je souhaiterais vous préconiser, c'est de soigner absolument votre communication. On vit une période très difficile. Quand je dis qu'elle est très difficile, et sans vouloir être évidemment anxiogène par rapport à la situation, mais tout le monde le voit, il y a une espèce de communication à la fois du gouvernement, à la fois des préfets, à la fois des maires, des communes, où on a à peu près tout et n'importe quoi, avec des mesures qui changent toutes les heures, toutes les 24 heures, évidemment liées au Covid. On parle de deuxième vague, pas de deuxième vague. Les professeurs, les scientifiques, tout ça se dispute. N'empêche que nous, chefs d'entreprise, on est bien ennuyés. On est bien ennuyés parce qu'on est obligé de se soumettre, bien évidemment, à la législation. Qu'encore une fois, ça diffère d'une ville à une autre. J'allais même dire parfois d'un quartier, parce que vous avez vu que certains quartiers, le masque est obligatoire, quand d'autres quartiers, ce n'est pas obligatoire. C'est maintenant obligatoire dans les entreprises. Pour ceux qui ont des salariés, il va falloir en plus, évidemment, gérer tout ça. Et c'est surtout, l'enjeu majeur que je voulais aborder, c'est surtout un côté extrêmement anxiogène. Donc, le premier conseil, c'est de soigner votre communication pour cette reprise. Et cette communication, je pense qu'il faut la mener, j'allais dire, sous 3 angles. D'abord, il faut s'adresser vis-à-vis de vos collaborateurs. Pour ceux qui ont la chance d'en avoir, je pense que tout le monde, aujourd'hui, a besoin d'être rassuré. Notre objectif et notre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est d'apaiser un petit peu les esprits et pas d'être dans une opposition entre ceux qui sont pour le masque, contre le masque, etc. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être pragmatique, il faut essayer de garder notre bon sens, notre recul, d'être vigilant. Et donc, dans votre communication, adaptez votre communication liée au Covid, au secteur, à votre région dans lequel vous vous situez. Le deuxième élément qui me semble important dans votre communication et que vous devez préparer en amont avant de communiquer auprès de vos collaborateurs, c'est évidemment la situation propre à l'entreprise. J'ai toujours prôné, moi, personnellement, la transparence vis-à-vis de mes collaborateurs. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Les gens sont inquiets, les gens voient les titres. Vous avez vu le chômage de masse qui a augmenté de 800 000 nouveaux chômeurs depuis le début de la crise aujourd'hui. Il se passe pas une journée sans qu'on entend parler de faillite d'entreprise, de dépôt de bilan, et notamment sur des marques très connues. Mais malheureusement, il y a aussi parfois beaucoup de TPE, PME qui sont impactés. Ça peut être certains de vos fournisseurs, et tout ça génère une anxiété, finalement gangrène un petit peu le moral des gens. Vous rajoutez tout le contexte lié à l'école, aux enfants, aux masques et à la rentrée. Tout ça crée du stress que j'appelle extrêmement négatif. Et le rôle d'un bon dirigeant d'entreprise, c'est de rassurer, d'être factuel, d'être pragmatique. Et si j'avais un conseil à vous donner, c'est de faire un point de situation sur l'entreprise. Voilà où nous étions avant la crise. Voilà ce que la crise a dû générer en termes de baisse d'activité, en termes de baisse de croissance, en termes de baisse de trésorerie. Voilà les mesures que j'ai été amené à prendre en tant que dirigeante ou dirigeant pour préserver la trésorerie. On a étalé les charges telles que nous l'a proposé l'État. On a pu bénéficier d'un prêt PGE, si vous avez pu l'obtenir, d'un montant de temps pour tenir. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de bien atterrir, de bien finaliser sur cette fin d'année, pour ensuite nous permettre de rebondir et de préparer 2021. Donc, c'est important, il ne faut pas inquiéter, il ne faut pas vendre non plus du rêve totalement inaccessible. Je pense qu'il faut être factuel, honnête, dire la vérité et en parlant le plus simplement possible. Le troisième élément de communication qui me semble vraiment essentiel, c'est de terminer sur une bonne nouvelle et sur l'avenir et de projeter. Quand on manque de perspective, quand on n'a pas la capacité de pouvoir se projeter à 2 ans, 3 ans, parce qu'on est nous-mêmes dans une zone ou dans une période, j'allais dire, incertaine, liée au contexte économique, bâtissez votre projet d'entreprise à 3-4 mois. Voilà, focalisez-vous sur une bonne nouvelle, la signature d'un contrat, un accord avec un fournisseur,
l'obtention de l'étalement de tel prêt, mais terminez toujours votre communication qui doit être concise, pragmatique, factuelle et toujours terminée par une bonne nouvelle. Et cette communication, je l'avais abordée avant avec William, on l'a abordé lors d'un webinaire sur la stratégie de communication. J'insiste pour que cette communication soit menée de manière régulière, dans un laps de temps court, qu'elle soit préparée en amont et que vous terminiez toujours par une bonne nouvelle. Et petit conseil du jour, terminez par, évidemment, au travers de cette bonne nouvelle, faites votre communication plutôt en fin de semaine pour que vos collaborateurs puissent partir avec une bonne nouvelle durant le week-end et, encore une fois, essayez de combattre le stress négatif par une vision, j'allais dire positive. Pour bien préparer cette rentrée, il y a un deuxième sujet qui est le nerf de la guerre. Vous le savez, je l'ai dit, je le redirai et je vais poursuivre. C'est évidemment la finance, la trésorerie. Alors, durant la période de crise, vous savez qu'un très grand nombre de mesures ont été prises par le gouvernement et il faut s'en féliciter et s'en réjouir. Certains ont pu geler les loyers pendant un certain nombre de mois, pour ceux qui ont pu. Je parle notamment des restaurateurs, de l'hôtellerie, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité. Nous avons eu la possibilité d'étaler les charges, l'URSSAF, la CIPAV. Il y a eu un gel du paiement de l'ensemble des cotisations et des charges sur une période de 6 mois. Et puis, pour ceux qui ont pu monter et obtenir un prêt, donc le fameux PGE, le prêt garanti par l'État auprès de votre banque, il y a eu donc des avances de prêts, donc de trésorerie, pour permettre aux entreprises d'amortir l'effondrement du chiffre d'affaires lié à la fermeture partielle ou totale d'un certain nombre d'activités dans nos territoires. À cela s'est ajouté les fameuses aides de 1 500 € plutôt dédiées au statut auto-entrepreneur pour les micro-entreprises également, pour ceux qui ne pouvaient pas bénéficier du chômage et qui ont eu également cette aide de l'État, sous réserve évidemment d'avoir un chiffre d'affaires en baisse au minimum de 50% sur l'année ou en comparaison par rapport à l'année dernière. Tout ça, ça a été très bien. Ça a été une aide qui a été ponctuelle, qui s'est étalée de mars jusqu'à maintenant. Le sujet maintenant, c'est que tout ça est censé reprendre après ces 6 mois, sous réserve de nouvelles dispositions du gouvernement. Alors attention, je vais prendre mon cas personnel. J'ai bénéficié évidemment de ce gel des charges au niveau de ma petite entreprise et je viens de recevoir il y a 2 jours un courrier donc de l'URSSAF et qui m'a annoncé dans mon courrier que l'ensemble des charges que j'aurais dû payer sur la période étaient étalées de septembre à décembre. Donc évidemment, ça fait des grosses mensualités. Hein. J'ai été un peu surpris. Bon, il se trouve que je suis dans une situation où je vais pouvoir les payer, donc je n'ai pas de problème. Mais j'imagine que pour un grand nombre d'entre vous, ça risque d'être très compliqué. Donc, pas de panique, les amis, mais ce qui est important, ça va être d'anticiper. Donc, les mesures à prendre, et c'est le deuxième axe pour bien préparer votre rentrée, c'est déjà d'apaiser votre esprit sur le plan de la trésorerie. Et le seul moyen de le faire, c'est d'appliquer les règles suivantes. Premier élément, n'hésitez pas à revenir, si vous avez un loyer, à revenir vers le propriétaire, vers le bailleur, pour négocier soit un gel, soit carrément une remise de 1 mois, 2 mois ou 3 mois de loyer. Ça s'est vu, ça se négocie, et j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise qui ont demandé, et finalement, qui ont généralement obtenu gain de cause. Donc, n'hésitez pas, faites-le avec calme, expliquez votre situation. Ils ont tout intérêt à vous garder sur le long terme plutôt que de vous voir fermer votre entreprise en 6 mois parce que vous serez en insuffisance de trésorerie et donc par définition en cessation des paiements. Le deuxième élément qui est très important au niveau des étalements de charges que j'ai pu vous évoquer tout à l'heure, prenez les devants auprès des URSSAF, auprès de la CIPAV, auprès des différents organismes, soit vous directement, soit votre expert comptable, lorsque vous avez un expert comptable, bien évidemment, d'accord? Et au lieu de vous retrouver avec des mensualités à devoir payer l'ensemble des charges des 6 mois gelés sur une période de 3 mois ou 4 mois, négociez avec les organismes. Si vous y allez en expliquant la situation, en expliquant les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas tout rembourser sur 4 mois, vous obtiendrez, dans un grand nombre de cas, des étalements de 12 à 24 mois. Et mon conseil, c'est plutôt que d'être passif et d'attendre de se prendre un courrier, puis un recommandé, puis des menaces, puis d'être acculé,
qui va automatiquement générer un stress extrêmement important chez vous, donc forcément de l'agressivité, donc de mauvaises nuits, donc de l'anxiété, donc des réactions qui peuvent être épidermiques. Voilà. Anticipez et prenez-le à chaud maintenant. Si vous avez eu l'occasion de vous reposer, appelez, prenez rendez-vous, expliquez la situation et étalez, d'accord, et demandez un étalement sur 12 mois, sur 16 mois, sur 18 mois pour vous permettre de réoxygéner votre trésorerie. Ça, c'est le conseil que je peux vous faire. Les URSSAF, les CIPAF sont très ouverts à ça. Il faut généralement respecter le plan, mais prenez une petite marge de manœuvre. Faites le calcul avec votre expert comptable ou vous-même. Regardez ce que vous êtes en capacité de rembourser et négociez un étalement et faites-le à froid plutôt que de vous retrouver acculé à chaud et en fin d'année avec tous les risques que je viens de vous exposer. Le troisième sujet qu'il va falloir traiter au niveau de la finance, bien évidemment, c'est tout ce qui concerne le fameux PGE, donc le prêt garanti par l'État. Vous avez sans doute entendu dans la presse en ce moment, il y a le gouvernement qui est en réunion avec l'ensemble des organismes bancaires. Je répète que le PGE, c'est une somme, donc 100% des prêts qui ont été accordés sont garantis à 90% par l'État. Aujourd'hui, il y a 10% par votre banque. Bon. Normalement, au bout d'un an, vous devez rembourser. Je rappelle que à partir du jour où vous avez reçu votre prêt, 3 mois avant l'échéance, donc 9 mois après avoir obtenu votre prêt, pour faire simple, vous devez écrire à votre banque et l'informer de ce que vous souhaitez faire. Et là, vous avez plusieurs options. Première option, vous avez suffisamment de cash, vous êtes rentable, vous avez la capacité de rembourser, et dans ce cas-là, vous remboursez, et ce fameux prêt PGE vous aura coûté 0,2% d'assurance, mais vous remboursez votre dette, vous désendettez, c'est terminé. Je l'avais préconisé d'ailleurs à l'époque, c'était un élément, tant pis, dans le pire des cas, vous le remboursez, ça ne vous aura pas coûté grand-chose. Le deuxième cas de figure, c'est que vous sentez que vous êtes un peu juste, que ça va être limite, et dans ce cas-là, vous pouvez le rembourser partiellement, d'accord, et rééchelonner le reste du prêt sur une durée allant de 2 à 5 ans. Alors, les conditions vont être très différentes, puisque au lieu d'être garanti par l'État, c'est la banque qui va devoir supporter le risque bancaire. Donc, évidemment, on va être soumis à des contrats, à des conditions de marché. On annonce des taux entre 1 et 3%. Alors, évidemment, plus le dossier sera à risque, plus les taux seront élevés. Ça peut paraître injuste, mais c'est la réalité. Voilà, ça se passe comme ça. Donc, ce que je vous invite aussi, traitez le sujet à froid. N'attendez pas le dernier moment. Vous connaissez la situation de votre trésorerie. Vous voyez comment se présente l'année. Prenez rendez-vous avec votre banquier dès maintenant. Faites-lui un point de la situation en étant factuel sur la situation. Voilà où est l'activité. Mon activité a baissé de temps sur telle période. On a réussi à relancer l'activité, mais on est toujours en baisse de tant de pourcents. Et donc, mon déficit de trésorerie va s'élever à tant. Avec ça, ça va permettre déjà de donner une situation claire au niveau du banquier et de commencer à envisager avec lui les modalités du remboursement du prêt. Voilà. N'oubliez pas qu'un banquier, il a besoin d'être en confiance. Et les banquiers vont être soumis à une très forte pression parce que malheureusement, il y a un certain nombre de dossiers qui ne passeront pas le cap des 1 an, qui vont donc se mettre en redressement judiciaire avec un risque évidemment donc de ne pas pouvoir honorer et rembourser la dette. Alors, tant que c'est garanti par l'État, je dirais que c'est l'État qui est responsable. Donc, nous, les amis, contribuables français, voilà, enfin, on va dire que ça ne nous touche pas directement, c'est plutôt indirectement. Mais si, à l'inverse, vous vous y prenez trop tard, que vous êtes acculé, qu'on vous met des conditions draconiennes, ça va risquer d'être compliqué, encore une fois, de générer du stress négatif, et donc, par définition, ça va vous mettre en très lourde difficulté. Donc, moi, un problème, plutôt que de le fuir, je vous recommande de le traiter à froid et de prendre les devants maintenant. Il est essentiel et important de nouer une relation de confiance avec votre banquier, encore plus dans des situations qui sont difficiles ou, si elles ne sont pas difficiles, incertaines, telles que nous les vivons aujourd'hui. Donc, prenez les devants, prenez rendez-vous avec votre banquier, commencez à poser le sujet, commencez à évoquer le rééchelonnement, regardez comment réagit votre banquier pour vous permettre encore une fois de gagner du temps, d'anticiper et d'avoir au final la meilleure solution possible pour assurer la pérennité et le développement de votre entreprise.
Les taux d'intérêt, je pense qu'on sera fixé d'ici 3-4 semaines. Le gouvernement, donc Bruno Le Maire, a annoncé, notre ministre de l'économie a annoncé qu'ils étaient en train de négocier un certain nombre de conditions. Ce que j'espère, c'est que les banques ne solliciteront pas les entrepreneurs pour apporter leur caution personnelle. Ça, ce serait une véritable catastrophe. J'ose espérer que les banques suivront, quitte à ce que les taux d'intérêt soient un peu plus élevés, 2, 2,5, 3%. Donc ça peut paraître pas cher, c'est un peu cher par rapport aux conditions de marché aujourd'hui. Mais personnellement, je préfère payer 3% d'intérêt et pas avoir de caution personnelle que de payer 1% et avoir ma caution personnelle engagée. Surtout, encore une fois, dans la période incertaine où ce sont souvent des mesures gouvernementales qui ont provoqué l'effondrement du chiffre d'affaires puisque c'était lié au confinement pour la sécurité et la santé de tous. Donc finalement, pas une responsabilité de la part du dirigeant. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. On aura l'occasion avec William, lors de prochains webinaires, de revenir et on apportera des réponses précises sur ce sujet-là. Mais en tout cas, prenez les devants. Mon troisième conseil, le premier, la communication, l'a évoqué. Le deuxième, la finance, c'est le nerf de la guerre. Le troisième, c'est le business. Le business est essentiel, les amis. Aujourd'hui, lié à cette crise sanitaire et qui aujourd'hui est devenue une crise économique terrible, on est sur un retournement de marché qui va être incroyable. J'aimerais vous citer juste un exemple. Aujourd'hui, je rencontre des grands groupes qui sont en train d'imposer à leurs salariés le télétravail à raison de 2 jours, 3 jours par semaine à vie. C'est-à-dire que ces mêmes entreprises qui se retrouvent avec des milliers de mètres carrés non utilisables vont, à plus ou moins long terme, rendre leurs locaux, prendre des locaux beaucoup plus petits pour gagner en efficacité, gagner en agilité, mais surtout pour réduire considérablement les charges fixes de l'entreprise. On ne s'en rend pas forcément compte aujourd'hui, mais rien qu'une mesure comme ça, des décisions comme ça, vont générer une crise immobilière extrêmement importante. Et tous les secteurs d'activité qui sont concentrés dans des zones où il y a énormément d'entreprises, je parle d'ailleurs notamment, malheureusement, des restaurants, des hôtels, mais ça peut être aussi des salons de coiffure, des hypermarchés qui sont implantés, vous savez, dans des zones où il y a énormément d'entreprises autour. Si vous enlevez un tiers ou la moitié des salariés qui vont continuer de travailler chez eux plutôt que de venir sur place, je vous laisse imaginer en termes d'activité ce que ça va donner. Et ça ne va pas être temporaire sur 2-3 mois, ça va se prolonger sur des mois, des années, et ça peut même être un changement profond de nos sociétés. Donc, souvenez-vous dans mes webinaires, pour ceux qui étaient là durant la période de crise sanitaire, il faut absolument gagner en agilité. Votre business plan, que vous vendiez du service, que vous vendiez des produits, vous avez la nécessité impérative d'adapter votre modèle économique. J'espère que vous avez pris le temps pendant vos vacances de vous reposer, de vous ressourcer, mais je vous invite à remettre en cause vos modèles économiques. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ce que vous vendez aujourd'hui correspond pleinement aux besoins de vos clients? Est-ce qu'il faut adapter votre offre? Est-ce qu'il faut gagner en agilité? Est-ce qu'il faut baisser les coûts de structure pour améliorer la marge et garder cette agilité-là? Est-ce que je ne peux pas digitaliser une partie? Est-ce que je ne peux pas utiliser la technologie pour, là où je perdais du temps avant, être en capacité d'en gagner plus aujourd'hui et de réduire mes coûts? Le maître mot dans les 5 ans et les 10 ans qui viennent, ça va être l'agilité, la rapidité et la capacité d'une entreprise à s'adapter à ses clients et donc à transformer, adapter son modèle économique, ses produits et ses prestations. Il est là le nerf de la guerre aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure des grands groupes qui ont les conséquences qu'on peut avoir sur l'immobilier. Je vous laisse imaginer les restaurants d'entreprise. C'est le même sujet. Hein. Quand vous avez un restaurant d'entreprise qui était prévu pour accueillir 1000 salariés pour déjeuner tous les midis, à partir du moment où vous avez 50% de gens qui viennent plus, l'entreprise, en l'occurrence un grand groupe comme Sodexo par exemple, demain c'est 50% de chiffre d'affaires en moins. Donc tout ça, il faut absolument en tenir compte parce que finalement ces changements de modèle vont très très vite. Il ne faut pas avoir les 2 pieds dans le même sabot, il faut observer, écouter, adapter. Donc vérifiez bien en permanence si vous avez le bon modèle économique pour votre entreprise aujourd'hui, comment vous devez l'adapter en étant plus réactif,
et surtout en gagnant en agilité. Alors l'agilité, elle est essentielle pour une petite entreprise. Pour être agile et être réactif, n'oubliez pas d'optimiser au maximum vos coûts de structure. Tout ce qui est inutile, il faut le supprimer aujourd'hui. Il faut rester extrêmement agile, adapté, faire du sur-mesure. Voilà. Pour certains, ça peut être de rendre des locaux. Je l'ai évoqué dans mon exemple, hein, mais si vous ne pouvez pas, c'est peut-être une excellente occasion de mutualiser vos locaux. Si vous avez trop de mètres carrés parce que le télétravail est obligatoire, eh bien, associez-vous avec une autre entreprise, partagez les locaux. Là où ça vous coûtait 2 000 € par mois ou 1 000 € par mois, ça vous en coûtera plus que 500 € demain parce que vous allez mutualiser. C'est là où il faut être malin. C'est là où il faut pouvoir s'adapter et c'est là où il faut absolument, j'allais dire, tirer profit de toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous. Favoriser le télétravail, c'est un excellent moyen aussi pour ceux qui le peuvent, soit vis-à-vis de vos fournisseurs, soit vis-à-vis de vos partenaires, soit vis-à-vis de vos salariés et auto-entrepreneurs. Voilà ce que vous gagnerez, par exemple, dans le transport qui génère souvent du stress, de l'anxiété, etc. Eh bien, déterminez des règles, déterminez des plages horaires, optimisez, vous gagnerez des coûts d'un côté et vous verrez qu'en termes d'efficacité aussi, ça fonctionne globalement pas mal. Je le fais moi-même pour mon entreprise aujourd'hui. C'est vrai que j'ai le souci, c'est que je n'ai pas de locaux et j'ai un peu de mal pour pouvoir réunir. Il va falloir qu'on trouve des solutions alternatives. Mais en tout cas, on garde cette agilité et en tout cas, toujours avoir cette efficacité au service du client. Donc voilà les amis, mes 3 conseils pour bien préparer cette rentrée. Soignez votre communication. Elle doit être courte, simple, efficace, diffusée en fin de semaine et toujours en annonçant une bonne nouvelle à la fin. Deuxième conseil, c'est la finance, la trésorerie de votre entreprise. D'accord ? Traitez les sujets à froid. D'accord ? N'attendez pas le dernier moment, anticipez au maximum et prenez les devants. Si vous le faites posément, calmement, auprès de l'URSSAF, auprès de la CIPAV, auprès des instances, auprès de votre banquier, vous obtiendrez toujours beaucoup plus une meilleure négociation, des étalements et dans de meilleures conditions. Et mon 3e conseil, c'est le business, le business, le business. Adaptez vos modèles, changez, ne restez pas les 2 pieds dans le même sabot, gagnez en agilité, gagnez en rapidité et concentrez-vous sur vos clients. Voilà, c'était mes 3 conseils du jour. J'espère qu'ils vous auront été utiles. Et maintenant, nous allons revenir avec William pour répondre, essayer de répondre à vos questions et de poursuivre les échanges entre vous. Je vois que vous avez été extrêmement nombreux déjà à poser des questions, à vous répondre. Donc, nous allons poursuivre pendant cette dernière demi-heure, William. Voilà. Oui, alors, merci Nicolas pour toutes ces informations. Et comme on peut le voir dans le chat, ces informations pragmatiques. Cécile nous demande, le remboursement du PGE doit intervenir au bout de combien de temps à partir du moment où il a été contracté? Alors en fait, c'est simple, c'est 12 mois. Donc quand vous avez contracté un prêt, je vais prendre un exemple, imaginez que vous ayez touché votre prêt le 31 mars 2020, vous devrez rembourser, normalement, vous devez rembourser ce prêt le 30 mars 2021. Mais la décision doit être formulée auprès de la banque 3 mois avant cette échéance. Ça veut dire qu'en décembre 2020, vous devez envoyer un recommandé à votre banque ou appeler votre conseiller, je pense que ça fonctionnera très bien comme ça, d'accord, et donner votre position. Et c'est là où vous devez prendre l'option, soit vous dites, voilà, je rembourse le prêt, et donc le 30 mars, on viendra prélever la somme qui vous a été prêtée, voilà, et soit vous dites, écoutez, je rembourse partiellement, j'ai emprunté 20 000, je souhaite rembourser 10 000, mais j'aimerais garder 10 000. Et c'est là où il va falloir négocier avec la banque pour qu'à compter du 1er avril 2021, ces 10 000 € soient échelonnés sur 2 ans, 3 ans, 4 ans et jusqu'à 5 ans, avec des conditions de marché qui ne sont pas encore arrêtées aujourd'hui, mais qui le seront dans les 3-4 semaines à venir. Donc, s'il faut retenir une chose, c'est à partir du moment où vous avez touché la somme sur votre compte bancaire, vous devez 3 mois avant prendre la décision, soit de rembourser totalement, soit de rembourser partiellement, soit d'étaler sur une durée de 2 à 5 ans avec les conditions de marché, mais non garanties par l'État, puisque c'est votre banquier principal qui assumera le risque lié au crédit qu'il contractera avec vous. Oui, donc Cécile nous dit, donc ça veut dire pour elle deuxième trimestre 2021. Oui, tout à fait. Si elle a contracté, effectivement, deuxième trimestre 2021. Voilà. 2020. Oui, 2020.
Tu suis, William, en fait, hein, tu suis, hein. J'essaye. Quel est l'impact de la période sur le business model des organisations aujourd'hui? Bon. Je comprends pas bien le sens de la question. Est-ce que c'est un petit peu ce dont tu as parlé tout à l'heure, mais pour en parler, les autres. Disons que les business models, si vous voulez, si vous avez bâti votre business model en fin d'année dernière, au début d'année, si vous voulez, compte tenu de toutes les incertitudes, tout ça, ça change énormément. Donc d'abord, il faut le revoir. On parlait d'agilité aujourd'hui au niveau de nos entreprises aujourd'hui. Aujourd'hui, faire un business plan à 3 ans aujourd'hui, dans une période totalement incertaine sur les secteurs d'activité, c'est un non-sens. Voilà, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Je pense qu'il faut revenir sur des périodes beaucoup plus courtes. Il faut être agile. Et moi, ce que j'aime bien faire, ce que j'ai toujours fait au niveau de mes entreprises, c'est de faire 3 scénarios. Je fais un scénario, évidemment, un scénario optimiste. J'en fais un qui me semble réaliste au contexte donné et j'en fais un pessimiste. Et je me débrouille pour que le pessimiste soit de toute façon à 0 ou légèrement bénéficiaire pour éviter de se retrouver dans les situations positives. Voilà. Moi, je le redis, hein, en plein Covid, je rappelle que j'ai lancé mon nouveau cabinet, ma nouvelle structure en mars 2020, une semaine avant le Covid. Bon, voilà, certains pourront dire c'est de la folie. Moi, eh bien, écoutez, je suis parti, j'ai fait 3 prévisions. Quand j'ai fait mon prêt PGE, j'ai demandé justement, j'ai fait 3 scénarios au total, comme je vous l'ai dit, optimiste, réaliste et pessimiste. Bon, ben voilà, et je vais terminer mon année au-dessus du pessimiste, du plus optimiste, pardon. Bon, voilà, moi je suis quelqu'un de globalement assez prudent, j'aime bien tenir mes engagements et j'essaye de faire les choses sérieusement. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas simple. Moi, personnellement, je me fais aider un peu par mon expert comptable et j'aime bien challenger un petit peu mes idées. Voilà. Donc, vous, au niveau de votre business model, ce qui est important, c'est si c'est vendre. J'ai encore un entrepreneur dernièrement qui m'a présenté son business plan parce qu'il voulait négocier avec sa banque un prêt. Il m'a présenté un business plan qui était totalement irréaliste et je lui ai dit, c'est de la folie de faire ça. Tu tiendras jamais tes engagements à la fin de l'année. Tu le sais délibérément aujourd'hui. Même si tu obtenais le prêt, je veux dire, je veux pas être à ta place, moi, au premier quadrimestre 2021, parce que quand tu vas sortir ton bilan et que tu vas être 60% inférieur à ce que tu as annoncé, tu perds toute crédibilité, tu perds toute confiance, donc tu auras réussi ta première cartouche, mais tu perdras les 5 suivantes. Donc, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut être agile, adapter le business model, surtout par rapport au contexte actuel, et être très centré sur ses clients pour avoir quelque chose qui tienne la route et qui soit tenable et réaliste. Très bien. Alors, quel est l'intérêt d'une procédure de sauvegarde pour se protéger? Alors, la procédure de sauvegarde, bon, d'abord, vous savez qu'aujourd'hui, les tribunaux ont mis en place plusieurs choses. Vous avez un numéro vert qui est à votre disposition. Alors, je suis désolé, on l'avait déjà publié avec William lors d'un webinaire qu'on avait fait d'ailleurs avec notre ami entrepreneur Xavier Gilleron. On aura l'occasion d'ailleurs d'en refaire un. Je crois que c'est prévu, William, sur le courant du mois d'octobre, parce qu'il faut aussi penser à ceux qui, malheureusement, ne passeront pas le cap, en tout cas de manière normale, c'est-à-dire passeront par la case peut-être plan de sauvegarde, redressement judiciaire. Il faut aussi pouvoir traiter ces cas-là et c'est pas grave. Hein, j'y suis passé, j'en suis pas mort, la preuve en est, et j'ai su rebondir. Donc voilà, on a les moyens de s'en sortir. Ce qui est important, c'est qu'on puisse partager. L'avantage des tribunaux aujourd'hui, c'est que par rapport à la précédente crise de 2008 qui avait frappé mon entreprise, c'est que vous avez des numéros verts, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur place, d'accord, parler de votre sujet, parler en toute confidentialité des dettes, des difficultés financières auxquelles vous êtes confrontés et essayer de trouver des solutions en amont. Ça, c'est vraiment tout l'intérêt du plan de sauvegarde. Avant d'aller en RJ, vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui un peu connues et reconnues dans la presse, vous le voyez dans les échos assez quotidiennement, qui engagent aujourd'hui des plans de sauvegarde parce que l'idée, c'est de réunir l'ensemble des acteurs autour de la table, c'est de négocier la dette, négocier l'échelonnement de la dette avant d'aller directement en redressement judiciaire, hein, qui est quand même quelque chose de plus lourd et finalement difficile à tenir sur la durée et toujours plus anxiogène et plus inquiétant pour ceux qui ont prêté de l'argent. Voilà. Donc ça, encore une fois, ces sujets-là, ça se traite en amont. Il faut pas, dans la mesure du possible, il faut éviter d'attendre le dernier moment. N'ayez pas peur, franchement, n'ayez pas peur. Prenez les devants,
entourez-vous, prenez rendez-vous avec un administrateur judiciaire aussi, c'est quelque chose de possible. Vous regardez dans quel département vous êtes. La liste des administrateurs, ils sont affichés. Il n'y en a pas 36 000 par département et par région. Hein, dans les Hauts-de-Seine, ils sont 3, hein, pour vous donner un ordre d'idée, hein, dans le 92. C'est 3, il y en a 3. Bon. Quand j'ai rencontré, moi, ces difficultés, quand j'ai vu que potentiellement je risquais d'aller en redressement judiciaire, j'ai pris rendez-vous avec un administrateur judiciaire. J'ai passé 1h30, 2 heures, et on m'a expliqué quels étaient les tenants, les aboutissants, la procédure, à quel moment il fallait le faire. Je me suis fait aider et accompagner, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, auquel nous ne sommes pas formés. Or, il faut quand même le rappeler, mettre en redressement judiciaire son entreprise, déclarer son entreprise en cessation des paiements, c'est ce que l'on appelle au sens juridique du terme un acte de gestion. Or, on n'est pas préparé à ça, ni psychologiquement, ni, j'allais dire, techniquement, ni juridiquement. C'est rare. Ça l'est un peu plus aujourd'hui, on en parle en cours d'économie dans les écoles, mais c'est peu fréquent. Donc moi, ce que j'avais anticipé à l'époque, c'est que je m'étais fait accompagner pour me faire expliquer quelles étaient les conséquences, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je n'avais pas le droit de faire. Mais là-dessus, on fera un webinaire exceptionnel là-dessus, à nouveau avec Xavier Gilleron, pour refaire un focus par rapport à celles et ceux d'entre vous qui êtes évidemment concernés par cette situation qui est toujours malheureuse, mais encore une fois, elle n'est pas insurmontable. On en ressort, souvent grandi, sous réserve qu'on prenne un peu de hauteur, un peu de recul, et surtout qu'on soit bien accompagné, les amis. C'est le maître mot, c'est d'être bien accompagné par des conseils, par des amis et par sa famille. Ouais, j'ai mis dans le chat le lien pour aller directement sur la page du site Second Souffle pour revoir nos webinars. Ouais. Celui qui s'appelle Devant le juge, se sentir à l'aise au tribunal de commerce. Exactement. J'aurai toutes les informations, et donc c'était bien notre ami Xavier Gilleron. Ok. Les entreprises en Île-de-France peuvent bénéficier d'un prêt à taux zéro. Fonds résilience. Par effet d'aubaine, est-il opportun de jouer la substitution? Oui, bien sûr. Vous avez les régions. Alors, ça dépend des régions. Je sais que la région des Hauts-de-France est très active. La région Île-de-France est très active, en l'occurrence avec Valérie Pécresse sur le sujet. Il y a un certain nombre de fonds qui sont débloquables via les régions, évidemment qu'il faut utiliser. Si vous avez la possibilité d'obtenir, je vois d'ailleurs, c'est comment elle s'appelle, c'est Nathalie qui nous met, mais c'est déjà le cas, la banque me demande une caution personnelle. Dans tous les cas, vous devez éviter de donner votre caution personnelle. Voilà. Je suis incapable de vous répondre sur la question. Imaginez, vous avez fait un prêt PGE, vous ne pouvez pas le rembourser. Bon, et la banque vous dit, bah, moi j'accepte de vous étaler sur 4 ans, mais je veux votre caution personnelle. Bah, vous dites, je sais pas. Je ne sais pas quelles vont être les conditions. Je pense d'ailleurs que les discussions qui doivent être difficiles en ce moment entre Bruno Le Maire et l'ensemble des banques, j'ai vu ça dans les Échos ce matin, je pense que les discussions portent là-dessus. Parce qu'évidemment, c'est le risque. Les banques vont dire, bah, écoutez, vous êtes bien gentil, l'État. En gros, vous avez mis le bordel, vous avez confiné tout le pays, les activités des boîtes ont plongé, vous êtes garant aujourd'hui à 90%, et de l'autre côté, vous nous dites, bah, après un an, bah, finalement, vous vous débrouillez, nous, on se retire, et c'est à nous d'assumer tout le risque. Et la banque, elle peut dire, bah, nous, si ça avait été nous, on n'aurait jamais prêté la somme en tant que telle. Donc maintenant, si vous nous demandez de nous substituer, bah, il n'y a pas de problème, mais on veut une caution personnelle et on veut un certain nombre de garanties. Donc, les deux se comprennent parfaitement. Je ne sais pas au final ce qui sera décidé, ce qui sera tranché. Il faut encore patienter. On aura l'occasion d'y revenir, mais je ne peux pas vous faire une réponse plus précise que ça, compte tenu de ce que je viens de vous expliquer. Donc, sur tous les prêts qui peuvent se permettre de se substituer, et notamment en région, encore une fois, faites-le dès maintenant. Si vous pouvez obtenir un prêt à taux zéro, même si ça correspond à 30 ou 40% de votre prêt PGE, faites-le. Et puis éventuellement, avec l'argent, vous remboursez une partie du prêt PGE, mais faites-le, n'attendez pas. Traitez à froid. Bien. L'aide de 1 500 € peut-elle revenir? Y a-t-il des infos là-dessus? Non, alors il n'y a pas d'infos. Vous savez qu'on devait avoir normalement cette semaine tout le détail du plan de relance. Le plan de relance a été décalé par notre président de la République, en gros d'une semaine à 10 jours. Bon,
sous prétexte de la reprise du virus au niveau national. Malheureusement, j'avais espéré l'avoir pour pouvoir vous en parler aujourd'hui et malheureusement, je ne peux pas vous donner plus de précision parce que je n'ai pas d'éléments complémentaires. Je pense que le gouvernement va adapter l'aide de 1 500 € suivant les secteurs d'activité. Je pense que les secteurs qui seront très touchés à nouveau et pour longtemps pourront toujours bénéficier de ces aides-là. Pour les autres, ça le sera moins, mais malheureusement, je ne peux pas tellement vous en dire plus parce que je n'ai pas les éléments, donc j'aimerais pas vous induire en erreur. Voilà. On y reviendra, mais une fois qu'on aura tout le détail du plan de relance qui sera présenté dans les prochains jours par le gouvernement. On va prendre les questions qu'on a reçues avant le début du webinaire, hein, grâce à notre nouvel outil, formidable nouvel outil d'ailleurs que j'ai développé moi-même, qui permet aux gens de poser les questions avant le début du webinaire. Alors, comment inclure la formation continue dans le plan de reprise post-Covid? Alors c'est pareil, je sais qu'il y a un gros volet sur la formation continue qui est prévu par le gouvernement dans le plan de relance. J'ai vu quelques brides d'ailleurs dans les échos sur le sujet. Je sais qu'il prévoit de faire un plan de plusieurs milliards d'euros justement sur la formation continue. Par contre, je n'ai pas les éléments en termes de modalités, de détails. Je dirais que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure de l'agilité et de la capacité à adapter nos modèles économiques. Je vais vous citer, j'aime bien prendre des exemples concrets et pragmatiques. Quand on a un restaurant qui a dû fermer pendant 2 mois, mais qui était vieillot, des peintures jaunâtres, un mobilier mort. Bon, bah, quitte à être fermé, je sais qu'un grand nombre de restaurateurs se sont dit, bon, bah, quitte à être fermé, de toute façon, c'est fermé. C'est toujours une perte sèche de refaire son restaurant parce que c'est une perte d'activité, mais comme là, on est forcé de fermer, on lance tous les travaux. Et j'ai vu un grand nombre de restaurants, avec beaucoup d'imagination et de capacité, remodeler complètement leur restaurant pendant les 2 mois, à marche forcée, d'accord, avec des espaces, en tenant compte de la distanciation. J'ai même vu des restaurants en supprimant toutes les poignées de porte avec des pousse-pieds pour éviter évidemment de toucher les mains en partant du principe que tout ça allait durer très longtemps, donc améliorer l'hygiène au global, etc. Bon. Là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que je vous invite à réfléchir dans le cadre du business model à faire évoluer, dans le cadre de vos offres, vos produits et prestations. Vous avez sans doute besoin d'investir sur la formation auprès de vos collaborateurs. Commencez à étudier les plans de formation, quel type de formation, à quel rythme, pour accompagner cette transformation et faire que vos collaborateurs demain soient en mesure de pouvoir apporter les nouveaux services, les nouveaux produits, les nouvelles prestations. C'est ça qui est important. Et encore une fois, il vaut mieux le faire à froid plutôt qu'à chaud et au dernier moment. Bien. C'est pas une question qui a été notée sur la plateforme pour poser des questions avant le début du webinaire, mais c'est quelqu'un qui donne pas mal de conseils. Donc, je vais la mettre dans le chat. Tu vas pouvoir la lire aussi avec nous, Nicolas. Très bien. Et elle est tellement longue que je ne peux pas la mettre. Alors, je vais la mettre en 2 fois. Peut-être même pas. Sinon, il y avait une remarque de Jean-Luc Benjamin, William, en attendant. Tu veux que je fasse celle-là? Vas-y. Alors, Jean-Luc, donc d'abord bonjour Jean-Luc, ce qu'on se connaît. Les professions libérales sont-elles les perdantes dans cette crise? J'allais dire, ça dépend, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des professions qui sont très très perdantes aujourd'hui. Là-dessus, c'est indéniable. Mais à l'inverse, il y a d'autres professions aujourd'hui qui se portent très bien. Moi, je prends mon beau-frère, par exemple, qui a ouvert une boucherie. Il est à plus 55% de croissance de son chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Il n'a pas désempli durant toute la crise, mais c'était Noël tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, encore une fois, il n'y a pas une seule réponse à apporter par rapport à une catégorie professionnelle. C'est un ensemble, mais donc vous avez des professions qui se portent très bien, d'autres moyennement, et d'autres, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Je ne peux pas.
Bon, je vais vous la lire, parce que je n'arrive pas à la copier. Je ne peux même pas faire un copier-coller. Alors, les TPE, PME sont-elles suffisamment informées sur les points suivants? Les opportunités de business liées au marché public. Les procédures sont allégées. La possibilité pour le dirigeant d'une entreprise de connaître l'appréciation de ses partenaires financiers, banques, assureurs, crédits. Ça, c'est la loi Brunel du 19 octobre 2009. L'importance de mettre en évidence la qualité de ses actifs incorporels, généralement peu ou pas comptabilisés, afin de justifier une amélioration éventuelle de sa notation. Et il nous informe aussi que l'une des meilleures plateformes pour lui sur les aides et subventions, c'est aide-entreprise.fr. Tout ça au pluriel. Aide au pluriel, entreprise au pluriel.fr. Ouais. Alors, donc, premier élément de réponse. Déjà, en ce qui concerne le marché public, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc tous les marchés publics ont l'obligation de s'ouvrir aux TPE et aux PME. Voilà. Et même celles qui sont normalement et légalement, même celles qui sont en redressement judiciaire. Hein, j'ai répondu personnellement d'ailleurs à un gros appel d'offres pour une chambre de commerce. Voilà, j'ai remporté cet appel d'offres durant l'été et bon, moi je ne suis pas en redressement judiciaire, mais c'était clairement stipulé que ceux qui sont RJ peuvent répondre en apportant telle chose, tel élément, tel élément. Alors, je vous invite à le faire. Il y a une contrainte quand même sur ces marchés publics, même s'ils se sont améliorés, même s'ils ont simplifié, ça reste encore très long, très lourd sur un plan administratif. Il faut quand même beaucoup de pièces. Il faut la signature électronique, il faut des clés. Bon, c'est voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous souhaitez vous lancer, il y a un vrai marché à récupérer. Il y a vraiment du business à récupérer. Mais pour avoir une chance de remporter ce marché, ça demande plusieurs qualités. Première qualité, je ne crois pas trop dans la capacité de répondre à un appel d'offres marché public sans connaître qui que ce soit et n'importe où. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir quelqu'un en interne, connaître, avoir un certain nombre d'éléments et un certain nombre de renseignements pour essayer de répondre le plus justement possible. Sinon, c'est un peu la loterie et la capacité de pouvoir transformer le temps investi en un futur contrat, il est quand même relativement faible. Bon, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on sous-estime beaucoup, et ça je vous le dis, puisque j'ai la chance d'avoir une femme qui est maire de notre petit village, elle est obligée de lancer des appels d'offres en permanence, dans le domaine de la plomberie, de l'électricité, du bâtiment, etc. Elle n'a jamais d'entreprise qui réponde, jamais. C'est une galère pour ces communes-là, elles ne s'en sortent pas, dans ces petits villages de 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 habitants. Et pour ceux qui sont dans ces professions-là, vous n'y pensez pas, mais il y a un énorme marché à récupérer. Il y a plein de chantiers qui sont par définition rentables parce que c'est vendu plus cher qu'auprès de particuliers. Et je vous invite à y répondre. Donc pour ça, vous avez des plateformes, on pourra vous mettre en lien, où vous avez les marchés publics, c'est un abonnement à l'année, vous abonnez, vous mettez vos critères, vous recevrez les marchés publics qui vous indiquent les délais, les temps. Donc 2 conditions pour réussir ça. 1, le premier marché, vous allez galérer comme c'est pas permis, parce qu'il faut plein de pièces, mais une fois que vous avez les pièces, que vous avez structuré, organisé les choses, tous les appels d'offres se ressemblent et doivent être remplis de la même manière. Donc, une fois que vous avez fait, j'allais dire, la première réponse à un appel d'offres, les autres sont beaucoup plus simples. Encore faut-il être organisé, structuré, bien préparer les choses. Et deuxième conseil que je vous donne, mais ça c'est valable dans tout commerce, avant de répondre à un appel d'offres, essayez au minimum quand même d'avoir quelqu'un en interne, un contact, un interlocuteur qui puisse vous donner quelques éléments pour vous permettre d'être le plus juste possible et donc d'avoir un maximum de chances de pouvoir répondre et donc de remporter cet appel d'offres. Le deuxième sujet sur tout ce qui est cotation, notes, banque de francs, organisme, c'est un élément qui est à prendre en considération. Alors c'est valable pour des banques, pour des entreprises d'une certaine taille, certaines structures. Mais c'est quelque chose qu'il faut absolument préparer avec votre expert comptable. Moi, chaque année, je prends rendez-vous avec la Banque de France, je vais les rencontrer, je présente le bilan
En amont, j'ai travaillé avec mon expert comptable pour travailler sur les actifs, effectivement, entre ce que l'on peut amortir, pas amortir, etc., pour essayer de favoriser au mieux la cotation Banque de France, parce que vous savez que cette note, qui est transmise à l'ensemble des organismes financiers, elle joue sur un élément, elle joue sur la confiance des banques à vous prêter de l'argent. Et ensuite, plus votre note est élevée, plus elle est bonne, on va dire, d'accord, plus vous aurez de la facilité à emprunter, et surtout, plus vous obtiendrez des taux extrêmement favorables, alors que l'inverse est vrai. Hein. Plus votre note est basse, plus votre note est dégradée, et plus les taux seront élevés, et moins les banques vous prêteront de l'argent. Donc ça, c'est vraiment un élément important sur lequel il faut travailler, c'est un très, très bon conseil. Le troisième, j'avais noté également sur la plateforme aide entreprise au pluriel.fr, c'est une très bonne plateforme. Ça regroupe en gros l'ensemble des aides qui sont à votre disposition, suivant le secteur, la zone géographique dans laquelle vous souhaitez. On parlait tout à l'heure des aides de la région, du prêt de l'État. Vous avez aussi des aides au niveau de l'Europe hein, qui existent. Hein. Il y a des fonds au niveau européen. Le plan européen prévoit des fonds, et notamment sur des plans de formation. Si vous devez reconvertir une partie de vos salariés et les former totalement sur un nouveau métier, vous avez des financements parfois jusqu'à 80-100% de la formation, et prenant en compte également une partie du salaire et des charges pour vous aider à transformer vos modèles économiques, d'accord, et être en capacité d'assurer un avenir, de l'emploi et donc de la croissance pour demain auprès de votre entreprise. Donc ça, c'est un très bon indicateur, c'est d'aller encore une fois. Si vous ne savez pas, faites-vous encore une fois accompagner. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont à votre disposition. Voilà, William. Merci. Alors, comment les banques interprètent-elles la présentation des résultats et des prévisionnels en mettant en avant un EBITDA avant Covid? Oui, un EBITDA. Bon. Alors, ça, c'est tout le problème. C'est-à-dire que, j'en reviens, c'est toute la difficulté de l'exercice. C'est sûr que si on a fait un business plan pour favoriser, obtenir des prêts, et puis que vous arrivez 9 mois après et que vous êtes 40% inférieur, il vaut mieux avoir les bons arguments pour l'expliquer auprès des banquiers. Bon. Parce que, il faut jamais l'oublier, mais un banquier prête à partir du moment où il y a une confiance qui est établie, et la personne qui est en face de vous, comme elle va défendre votre dossier auprès d'un comité de crédit, un comité de crédit sont des personnes de la banque, experts sur ces sujets-là, qui traitent des dizaines de dossiers. Et généralement, votre chargé de clientèle, il a 15 minutes pour convaincre le comité de crédit de vous suivre ou de ne pas suivre. Avant d'atteindre le comité de crédit, il faut que lui-même soit convaincu. Si vous arrivez une fois par an, la gueule enfarinée, que vous n'avez pas tenu vos objectifs, que vous êtes en perte et que vous arrivez en me disant voilà, je m'en sors pas, il me faut un prêt de 100 000 euros, mettez-vous 2 secondes à la place du banquier. Hein, il ne va pas être convaincu, et s'il n'est pas convaincu, vous n'avez aucune chance de l'obtenir. Donc, cette relation de confiance, elle est d'abord essentielle. Le premier échelon qu'il faut réussir, c'est votre conseiller clientèle, voilà, qu'il faut convaincre. Le deuxième élément, c'est que les chiffres que vous présentez, il vaut mieux passer une semaine de plus, bien les préparer, bien les analyser avec une note explicative. Il n'y a pas besoin de prendre des financiers, des experts comptables. Hein, ça se fait sur un petit tableur Excel de manière très simple. Mais ne survendez pas le projet. Ne soyez pas négatif non plus. Je vous donne un autre exemple en sens inverse. Il y en a qui, au contraire, donnent des chiffres mirobolants, qui tiennent pas la route. Mais l'inverse est vrai aussi. Si vous faites un business plan, qu'à la fin de l'année, vous dégagez 5 000 euros de bénéfices et que derrière, vous demandez 250 000 euros de prêt, ça passera jamais. Ça passera jamais. Donc, ce que mesure un banquier, c'est la capacité de votre entreprise à dégager un EBITDA suffisant pour être en capacité de rembourser ses échéances, donc sa dette, et donc par définition le prêt que vous demandez. Donc tout ça, il faut qu'il y ait de la cohérence, et si vous n'êtes pas suffisamment compétent sur le sujet, il vaut mieux s'entourer d'un bon expert comptable ou d'un financier pour vous aider à structurer et à bâtir un business plan qui tienne la route, pour créer la confiance et maximiser les chances d'obtenir le prêt auprès de la banque ou auprès d'investisseurs privés. Hein. C'est le même sujet. Hein. N'oubliez pas qu'il n'y a pas les banques aussi. Hein. Vous pouvez peut-être mobiliser de la famille, vous pouvez peut-être mobiliser les amis. L'autre fois, j'ai quelqu'un qui avait besoin de 20 000 euros.
Il me dit, je cherche quelqu'un pour mettre 20 000 euros. Je dis, oui, mais tu peux chercher 10 personnes qui mettent 2 000 euros aussi, et tu mutualises le risque. C'est une autre option aussi. N'empêche que vous devrez quand même présenter un bilan, une histoire, un bilan et qui tienne la route. Donc, des résultats qui ne sont pas en ligne, ça arrive aussi, pour répondre aussi à la question, d'accord? Mais ce qui est important, c'est d'avoir les bons arguments, d'accord? Et derrière, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour? Donc, si vous dites, oui, mon chiffre d'affaires, j'ai prévu qu'il baisse de 20, mais finalement, il a baissé de 30%, et par contre, j'ai baissé ma rémunération, je devais investir tant, finalement, je ne l'ai pas fait. Donc, résultat, le résultat reste à équilibre. Bon, on va se dire, voilà, on a un dirigeant qui est sérieux, il maîtrise son business model, il maîtrise ses finances, et au final, vous allez rassurer. Si maintenant vous dites, au lieu de faire 20 000 euros de perte, je suis tombé à 80 000, j'ai pris aucune mesure, puis maintenant je ne sais pas quoi faire, si vous voulez, vous n'allez pas rassurer votre interlocuteur. Donc, encore une fois, c'est du bon sens, du pragmatisme. Tout le monde n'est pas expert dans la finance, j'insiste là-dessus. Et quand on n'est pas expert, on s'entoure de la bonne compétence pour atteindre l'objectif qui est d'obtenir votre prêt et d'avoir les bons conseils. C'est ça qu'il faut retenir. Entourez-vous si vous n'êtes pas compétent sur le sujet. C'est essentiel et la trésorerie, c'est le nerf de la guerre de toute entreprise. Bien. Écoute, on arrive un petit peu à la fin. Il y avait Lionel qui posait une question, qui cherche à se faire accompagner, mais qui n'a pas trouvé de solution gratuite. Alors, moi, j'en ai pas qui me viennent en tête comme ça. Je cherche depuis tout à l'heure des associations qui pourraient l'aider. J'ai demandé à Philippe et à Dimitri sur le chat s'ils avaient des réponses. Je pense qu'ils doivent dormir, Dimitri et Philippe. Dimitri et Philippe, Dimitri, le président de l'association Second Souffle, et Philippe, qui est le secrétaire général. Écoutez, Lionel, si une idée me vient ou si on m'informe d'une asso qui peut vous aider, vous accompagner gratuitement, je vous enverrai un petit mail. Voilà. Oui, alors on peut donner peut-être un conseil, parce que là, le problème de Dimitri, c'est qu'il est 15 h, il doit être devant, il doit être devant Derrick, je ne sais pas, où il fait la sieste, il doit être quelque chose comme ça, je pense. Non, mais plus sérieusement, n'oubliez pas une chose aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux, d'accord? Vous avez LinkedIn, je vous invite, qui est un réseau professionnel. Vous pouvez très bien faire un post, d'accord, en expliquant de manière sommaire la situation et de voir si des personnes seraient susceptibles de pouvoir vous aider temporairement ou partiellement sur tel ou tel sujet. N'oubliez pas que les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a beaucoup de solidarité qui s'est développée durant la crise. On l'a vu au niveau des masques, on l'a vu au niveau des entreprises, on l'a vu d'ailleurs dans nos actions. Notre engagement avec William, moi-même, c'est de donner du temps, c'est du bénévolat. Voilà, on n'est pas avec William, on a voulu se transformer en médecin infirmier. On s'est dit finalement, on risquait d'aller faire peut-être un peu plus de victimes qu'autre chose. Donc, on s'est dit, on va rester dans notre cœur business, mais à notre modeste niveau. Voilà, avec Second Souffle, avec mon association de cœur, on est là pour vous donner du temps, apporter des conseils bénévolement. Et essayer de créer cette solidarité entre nous. Vous aussi, si vous avez besoin de financement, si vous avez besoin de conseils, faites un post sur LinkedIn, rédigez-le en 10 lignes, faites quelque chose de percutant et vous verrez bien. Vous jetez un filet et dans beaucoup de cas, vous recevez quand même des réponses, des éléments de réponse ou d'aide et vous serez extrêmement surpris. C'est quand même l'énorme chance que l'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux et la technologie qui est à nous. C'est quand même exceptionnel. Ce qu'on fait aujourd'hui, on ne pouvait pas le faire en 2008, je le rappelle. Et 2008, c'était il y a 12 ans. Je suis en train de lui répondre. Si, j'ai enfin les informations. Je pense que Dimitri, on a réussi à le réveiller. Initiative France. Initiative France, Réseau Entreprendre. Là, je vous mets tous les liens, Lionel, dans votre réponse, dans l'onglet questions. Oui, et puis c'est vrai, moi j'ai quand même une réponse de plus à donner, c'est toutes les chambres consulaires. Oui. Oui. Rapprochez-vous auprès des CCI, il y a des numéros de téléphone, il y a des personnes, des entrepreneurs qui sont prêts pour vous aider, et rapprochez-vous de votre chambre, ils vous donneront les coordonnées également. Très bien. Écoute, merci Nicolas. Voilà les amis. On a eu beaucoup de remerciements. Apparemment, c'était pas mal ce que tu as fait. Enfin, je sais pas si les gens te remerciaient toi ou si me remerciaient moi de mon intervention. C'est toi, William, on le sait tous, on craque tous pour toi.
Non, Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, William, pour cette reprise. C'est toujours un immense plaisir. N'hésitez pas à faire vos recommandations et vos critiques, j'insiste dessus. On prétend pas, et je ne prétends pas d'ailleurs être, j'allais dire, le maître absolu en termes d'économie et de finances, mais l'idée, encore une fois, de nos webinaires, c'est d'apporter du bon sens, du pragmatisme, des conseils pratico-pratiques sur du vécu, sur du concret. Je crois que c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui et c'est ce qu'on essaye d'apporter à notre niveau. Mais si vous avez des suggestions à nous faire dans l'animation, dans la manière de faire ou d'autres apports ou sur des sujets que vous souhaitez traiter, remontez-nous les informations et n'hésitez pas, on se fera un plaisir de les traiter dans les prochains webinaires qui vont s'annoncer passionnants avec plein de nouveaux invités. Ouais, on n'a pas parlé du tout, Nicolas, de tes performances d'acteur cet été. Ah, tu as vu? Alors, non, je croyais que d'acteur, enfin, tu voulais dire de plongeur même, non? Oui, oui, oui. D'athlète de haut niveau dans la natation. Non, mais on a passé un super petit film. On a essayé de se détendre avec William. C'est vrai qu'on ne s'était pas vu pendant 4 mois, parce que je rappelle que William, nous sommes vus d'ailleurs pour la première fois physiquement lors du tournage, puisqu'on a bâti tout ça à distance pour vous durant ces longues semaines, ces longs mois. Et voilà, on a fait ça, j'espère que vous l'avez pas mal pris. On a fait ça, on a essayé de faire ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de fraîcheur. Et à cette époque-là, il faisait très beau, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ce qui fait relativement froid sur Paris. Voilà. Bon, la semaine prochaine, Nicolas, tu seras pas là? Non, malheureusement, je suis pas là. C'est pour une bonne cause, c'est pour une soutenance, c'est un très gros appel d'offres. Donc, j'espère que vous m'excuserez, mais vous serez entre les mains du beau, du grand et du charmant William. Je ne doute pas un instant de la performance de ce prochain webinaire. Et moi, je vous retrouve sans faute dans exactement 15 jours avec des invités. Vous allez voir, on va avoir des binômes, des trinos, on va traiter de beaucoup de sujets et on va essayer de vous apporter plein de belles choses, les amis. Voilà. Voilà, donc la semaine prochaine, ça clignote. Je ne sais pas si chez vous ça clignote, mais moi j'ai mon écran qui clignote, donc je vais recommencer mon partage. Voilà. Donc la semaine prochaine, voilà. Comme je vous l'ai dit au début de ce webinaire, on commence un mois de septembre spécial féminin. Et donc le premier webinaire, un sujet comme il faut. Entrepreneurs heureux pour réussir, croyez en vous. Je serai donc avec Charlotte Fredouille, qui fait partie du réseau Les Premières. Elle est coach et formatrice en développement d'entreprise. Elle vous propose une intervention sur les croyances limitantes des entrepreneurs, un facteur décisif à appréhender en cette période singulière pour réussir votre rentrée. Voilà, donc ça c'est la semaine prochaine. Et puis n'oubliez surtout pas, le 25 septembre, une journée, 24 heures pour rebondir, spécial féminin. Voilà, merci les amis. À la fin de ce webinaire, vous allez avoir vous êtes redirigé vers le site Second Souffle et vous pourrez directement vous inscrire à ce webinaire de la semaine prochaine. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, salut Nicolas. Ciao les amis, à très bientôt. Merci William. Ciao.